Et bonjour tout le monde. Alors, tiens, voilà. Alors aujourd'hui, comme annoncé, on va faire deux choses à la fois, comme d'habitude. On va finir normalement le storyboard de Patate, d'une part. Donc storyboard qui m'a été commandé par la Chambre d'agriculture de l'Aude, pour rendre compte d'une dégustation de pommes de terre, de nouvelles variétés de pommes de terre qui sont en test donc auprès des consommateurs en ce moment-là pour remplacer la Mona Lisa qui est la variété actuellement hégémonique mais qui est en fin de vie et pour trouver une nouvelle pomme de terre qui serait compatible avec le changement climatique, l'agriculture de montagne, une pomme de terre écologique d'une part, et d'autre part, on va écouter un cours du Collège de France sur la gravité et la vie de Newton. Voilà, bah, écoutez, c'est intéressant. Et puis je me suis dit, les pommes de terre, ça plonge dans la terre, donc la gravitation, c'est pas mal. Et ce cours est donné notamment par Françoise Combe, qui est une scientifique qui est maintenant présidente de la... Alors, pas du Collège de France, si, du coup, enfin, écoutez, en tout cas, c'est la préfacière de notre bande dessinée Eureka. Voilà, Eureka, une histoire des sciences durant l'Antiquité. Et elle nous a fait l'immense plaisir de la préfacer. C'est une astrophysicienne, elle, à la base. Mais alors, je vais vous le dire exactement parce que ça m'énerve de perdre la mémoire comme ça. Françoise Combe. Alors, faut juste que j'arrive à ouvrir une nouvelle fenêtre, voilà, tac. Et alors, voilà, Françoise Combe. Hop, voilà. Donc, Montpellier, astrophysicienne, titulaire de la chaire galactique cosmologie au Collège de France, voilà, et présidente depuis peu de l'Académie des sciences. Donc, autant dire une pointure. Et donc, elle a préfacé Eureka. Donc, c'est super. On en est très content. Elle est très sympa en plus. Parce qu'on l'avait dessinée. Je l'avais dessinée en me moquant un, plus, un peu d'elle dans la BD. Elle a ri. Donc, c'est vraiment super sympa, quoi. Voilà. Et bah, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on l'écoute. Et puis moi, je vais commencer à dessiner. Je suis pas sûr qu'on entende. Attends. Faut que je rajoute une capture audio. Hop, voilà. Occasion du premier rendez-vous du cycle scientifique, le collège à la bibliothèque, qui comptera 4 dates, en novembre et en décembre. Ce cycle est Je un pense que nouveau c'est jalon mieux. dans le partenariat qui a été noué entre nos deux institutions, BNF et Collège de France, depuis 2019 et qui a déjà donné lieu à de multiples formes de collaboration. Et l'idée de ce cycle nous est venue au printemps dernier, lorsque, avec le professeur Denis Duboul, qui coordonne pour le Collège de France ce cycle, l'idée nous est venue de faire dialoguer, d'une part, la recherche scientifique, le savoir scientifique le plus éminent, et d'autre part, les collections extraordinaires conservées par la Bibliothèque nationale. Et les conservateurs ont eu envie d'interroger les... Alors, juste une petite incise. Si j'ai une casquette avec des yeux et une bouche, c'est parce que je suis amené à dessiner souvent à pencher la tête en avant comme ça. Et quand je penche la tête, ben, on me voit plus. Donc c'est pour que vous ayez un visage simplement. Voilà. Et je précise que c'est une casquette bleue à la base, mais
j'avoue que ça fait un effet un peu bizarre là en le voyant, mais bon. Ok, alors, on continue. À l'entrée de cette salle. Si vous ne les avez pas encore admirés, je vous invite à le faire à l'issue de la conférence de Madame Combe. Et merci à vous d'être la première à avoir accepté cette invitation. On va mettre Françoise Combe parce que c'est Changer. quand même En très fait, on voyait intéressant. bien que cette étoile explosait, donc ça changeait en fait, ça ramenait le paradigme de l'immuabilité à sa réalité. Donc aujourd'hui, c'est une image que l'on a avec le Hubble Space Telescope et aussi le Chandra, c'est un satellite en rayon X en bleu. On voit que la supernova s'est étendue, on a une grande nébuleuse. Et cette supernovae de type 1A qu'a vu Tycho, c'est pas comme le crabe qu'avaient vu les Chinois, qui est la fin de vie d'une étoile massive. Ici, c'est plutôt une binaire où on a une naine blanche d'un côté et une étoile qui perd de la masse sur l'autre. Lorsqu'il y a beaucoup de masse qui est accrétée, tout d'un coup, ça explose. Ça explose, ça détruit l'ensemble et on sait que ce sont ces supernovas qui sont les plus brillantes, même plus brillantes que les supernovas 2 et qui permettent d'échantillonner l'espace, et on le verra plus tard, de découvrir de l'énergie noire, etc. Donc j'anticipe. Donc lui, c'est curieux parce qu'il croyait à Ouais, elle anticipe même franchement là, on n'y comprend plus rien. l'héliocentrisme, il pensait que c'était en effet vrai, mais quand même, ses principes religieux disaient que la Terre était fixe. Donc il y avait une Terre fixe, puis il y avait aussi plein de planètes qui tournaient autour du Soleil. C'est bizarre, mais comment il pouvait faire une compatibilité entre ses croyances et sa science. Alors, oui, je ne l'ai pas dit aussi, mais c'est que Johannes Kepler avait rencontré Tycho Brahe à Prague. Et lorsque Tycho Brahe est mort, il a légué à Johannes Kepler tout son catalogue et toutes ses données qu'il avait. Donc, il avait une base de données qui a beaucoup servi à Kepler. Donc, Kepler, vous voyez un petit peu l'harmonie mundi, l'harmonie du monde. Donc il a beaucoup travaillé et il a établi les lois de Kepler sans savoir si la force qu'il y avait derrière, la gravité n'était pas connue. Donc ce qu'il voyait, c'est que la trajectoire des planètes est une ellipse avec le Soleil au foyer de l'ellipse. Il avait donc l'orbite elliptique. Le deuxième, c'était la loi des airs. En un temps donné, on parcourt des aires équivalentes. Les aires ici, c'est équivalent à cette aire-là. Et puis la période qui était proportionnelle à A3,5. A, c'est le demi-grand axe de l'ellipse, ici vous avez 2A. Donc il avait établi ces lois et on va voir, c'est là-dessus que va se baser Newton ensuite pour établir la gravité. Alors déjà, ensuite nous avons le rôle de Galilée, qui était aussi contemporain un petit peu. C'était un grand scientifique et à l'époque, les scientifiques s'intéressaient à tout. Ils ne s'intéressaient pas seulement à la gravité, la dynamique, mais un petit peu... on prétend que c'était le fondateur de la physique parce qu'il avait regardé la chute des corps, il prenait un plan incliné, regardait comment roulaient les billes, etc., en fonction de la pente. Il faisait aussi la cinématique, la dynamique, le pendule, les pompes à eau, le mouvement accéléré, etc. Tout ça, il l'avait étudié. Donc et puis quand même, il avait utilisé la lunette astronomique. Il n'avait pas inventé parce qu'il y avait des lunettes pour regarder les bateaux, enfin l'horizon, etc., des lunettes terrestres. Donc il avait pris une lunette terrestre et il l'avait adaptée avec les lentilles qu'il fallait pour observer les astres. Et donc il avait été le premier à découvrir tous les satellites qu'on appelle aujourd'hui satellites galiléens. Les 4 premiers satellites de Jupiter, Io, Europe, Ganymède et Callisto, qui sont là. Il avait regardé Saturne. Ce qu'il voyait, c'était ça. C'est-à-dire que Saturne, parfois, les anneaux sont vus de face. Alors on les voit bien, ils sont bien brillants. Donc il avait vu Saturne et puis les anneaux de chaque côté. Il pensait que c'était des satellites comme pour Jupiter. Et puis de temps en temps, hop, on revoit Saturne avec ses anneaux par la tranche. Les anneaux sont très fins, donc il ne les voyait plus. Donc ce qu'il avait dit, c'est que Saturne mangeait ses enfants. C'était pour la mythologie grecque, Saturne mangeait des enfants. Donc on sait maintenant que c'était des anneaux. Donc il a aussi il croit évidemment au principe de Copernic, l'héliocentrisme, mais il n'a pas été prudent comme Copernic. Il a eu beaucoup de problèmes avec le pape et les religieux. Il a été un procès, il a été assigné à résidence, etc. Et ce qui a convaincu Descartes de renoncer à écrire ça, Descartes aussi pensait que Copernic avait raison, que le Soleil était au centre, mais il n'a pas écrit son livre parce qu'il a eu peur. Il a eu raison parce qu'on sait qu'à la même époque, Giordano Bruno était brûlé vif en 1600 parce qu'il n'a pas voulu être très prudent. Alors, Donc quand on nous dit quand même que non, c'est pas vrai, que la religion a bloqué le développement des sciences et tout,
C'est quand même un petit peu vrai. C'était déjà vrai au temps des Grecs, hein, d'ailleurs, comme elle l'a dit. Hein, c'est pas réservé à la religion catholique. Hein, la religion polythéiste, c'est pareil. Il n'était pas question que la Terre soit pas au centre de la Terre et immobile. Hein. C'était d'ailleurs Aristarque de Samos dont elle a parlé. Il a eu exactement le même problème que Galilée et Kepler. Quoi. Il avait compris que la Terre, elle était, ben, qu'elle tournait autour du Soleil et pas l'inverse, et ben, il a pas trop ouvert sa gueule, quoi. Il l'a un peu dit, mais c'était chaud quand même déjà. Hein. Donc, non seulement la religion a bien bloqué en partie pas en tout, mais en partie le développement de certaines sciences, de certains aspects de certaines sciences, mais en plus, c'est pas réservé à la religion catholique ou même monothéiste. Les religions païennes, polythéistes, paganistes grecques faisaient déjà ça. Voilà. Donc c'est un truc de religion, de ne pas vouloir accepter l'évolution scientifique. Quoi. Alors, le rôle de Newton, maintenant, comme on voit, hein, il est mort, Galilée est mort en 1642 et Newton né en 1643. C'est vraiment la suite, un an plus tard. Alors Newton aussi était un scientifique très polyvalent. Il faisait de l'optique. C'est le premier à avoir décomposé la lumière blanche en lumière de l'arc-en-ciel, toutes les couleurs. Il est à l'origine du télescope, parce qu'auparavant, on avait des lunettes, c'est-à-dire qu'on avait des éléments d'optique avec du verre, et ce verre, comme on le voit ici, décomposé à la lumière, la réfraction était chromatique, donc un astre blanc, on le voyait un petit peu flou avec toutes ces couleurs. Donc lui, il a l'idée de prendre un miroir réfléchissant, et donc maintenant, c'est comme ça que sont faits tous les télescopes, c'est complètement achromatique. Ça ne dépend plus de la longueur d'onde, donc on a une image bien meilleure. Donc ça, c'est une copie du premier télescope de Newton qu'il avait calculé. Bon, la mécanique, alors justement, il essaie de comprendre la gravité et il commence à faire un calcul infinitésimal. On va voir qu'il va, avoir des querelles avec Leibniz, qui faisait aussi un calcul infinitésimal. Il va justement avoir la loi du mouvement, du principe de la dynamique et de la gravitation universelle. Il a été aidé en cela par Halley, Edmund Halley, qui avait retrouvé une comète, la fameuse comète de Halley. Il avait pensé que cette comète revenait tous les 76 ans. Donc Halley, avec son expérience des planètes, de la gravité des planètes, lui a aidé à publier les principes. Enfin, donc il faisait beaucoup de sciences, mais encore plus d'alchimie et de théologie. Donc finalement, d'un côté, il était très scientifique, mais de l'autre, avec l'alchimie, ce n'était pas très scientifique. Donc voici un des... C'est un peu... En fait, à l'époque, il n'y avait pas encore de différence vraiment très marquée entre ce qui était scientifique et ce qui n'est pas. Mais enfin, c'est arrivé à peu près à cette époque-là, cela dit la différence, enfin après Newton, quoi. Parce que effectivement, l'alchimie... En fait, chez les Grecs, moi je m'y connais surtout en grec, grâce au premier tome, hein. Chez les Grecs, tout ça était englobé dans la philosophie de la nature et alchimie, astrologie, tout ça, astronomie, c'était tout de la philosophie de la nature finalement. Donc il n'y avait pas de différence, quoi. Même la philosophie, tout court, était englobée là-dedans. Il n'y avait même pas de différence entre les arts, entre les philosophies des chiffres, enfin qu'on dirait aujourd'hui scientifiques et littéraires, quoi. Ça n'existait pas non plus, puisqu'on a parlé de Descartes, il était aussi bien philosophe que mathématicien. Pareil pour tout le monde, quoi. Platon aussi, il était aussi bien philosophe que mathématicien ou astronome. Pythagore aussi. Enfin voilà, tout ça c'est arrivé un peu après. Bon, évidemment, il y a un gros gap entre les Grecs et Newton. Et Newton, on était un peu à la fin de cette indifférenciation. La différenciation, elle va arriver peu après, quoi. Mais encore à l'époque, dire, bon, qu'est-ce qu'elle disait la pierre philosophale, tout ça, c'était pas scientifique. L'alchimie, voilà. Bah, je sais pas si on peut dire ça, en fait, vraiment. Des documents qu'on peut retrouver à la bibliothèque ici. La philosophie naturelle des principes mathématiques. Vous voyez, il n'y a pas de gravité dans le titre du tout. Alors tout ça a été en latin, toujours la langue scientifique. Il l'a publié en 1687. Et voilà, donc on disait encore philosophie naturelle
Et le terme de science n'existait pas. Hein, si je reviens, qu'est-ce que... Philosophie naturelle, principe mathématique. Voilà, c'est de la philosophie naturelle. Philosophie naturelle des principes mathématiques. Vous voyez, il n'y a pas de gravité dans le titre du tout. Alors tout ça était en latin, toujours la langue scientifique. Il l'a publié en 1687. Pourquoi ? Parce qu'avant d'avoir la gravité, il fallait avoir le principe du mouvement. Parce que déjà Galilée avait un petit peu débroussaillé. Il a énoncé le principe d'inertie, c'est-à-dire un corps en mouvement qui n'a aucune force, qui a une vitesse constante, va être rectiligne uniforme. Ce qui est un peu contraire à l'apparence, parce que si vous jetez une bille, il y a tellement de frottement sur la surface que la bille va s'arrêter. Donc là, il montrait que s'il n'y avait aucune force, donc pas de résistance, c'était un mouvement rectiligne, ce que Galilée disait aussi un petit peu. Pour le principe fondamental de la dynamique, là, que toutes les forces qui s'exercent sont proportionnelles à la masse inerte, masse inertie, et l'accélération, qui est la dérivée de la quantité de mouvement, P étant égale à mv. Donc là, il fallait un petit peu du principe, la dérivée, c'est-à-dire le calcul infinitésimal. Et le troisième principe était l'égalité de l'action-réaction. Ce qui n'était pas évident non plus, parce que si on pense que la Terre attire la pomme, il faut bien dire que la pomme attire la Terre aussi, avec la même force. C'était pas évident. Donc ici, on voit ce qu'il a écrit. Alors ensuite la gravité, les lois donc de action, égalité, action, réaction, et puis la force de A à B et de B à A, qui est proportionnelle à la constante de la gravitation, les masses MA et MB, et puis la loi inversement proportionnelle au carré de la distance entre ces deux corps. Et donc à la fin de son livre Principia, il édite cette loi de la gravité et il démontre les lois de Kepler avec cette loi. Il faisait des calculs infinitésimal sur l'ellipse, etc. Et il utilisait tout ça pour avoir la théorie des marées aussi, puisque les marées sont le fait que la gravité, par exemple celle de la Lune ou du Soleil, s'exerce sur la Terre beaucoup plus fort d'un côté que de l'autre, donc vous avez un étirement qui est la loi des marées. Alors, dans ce sens, il n'était pas vraiment le premier. Il s'est querellé toute sa vie avec Robert Hooke, que vous voyez ici, qui était à l'Académie des sciences britannique. Je mets en plus gros pour que vous puissiez voir les équations quand même, parce que ça serait dommage de ne pas les... Ah ouais, il faut que je rajoute aussi ma source. Capture audio, entrée là. Hop. Voilà. Allez. Il ne l'avait pas prouvé, mais il l'avait dit, et on a des éléments de lettres entre Newton et Hooke qui montrent que Newton était très au courant de ce que Hooke avait fait sur la gravité. Mais il n'a jamais voulu le reconnaître. Alors Newton est un caractère très réservé, qui travaillait seul, mais il écrasait toute la concurrence. Donc ils se sont battus aussi sur l'optique. En 1672, il y avait une première théorie de l'optique de M. Hooke, et il a été écrasé par ce que disait Newton sur l'optique. Donc déjà, il se querellait un petit peu avec beaucoup de gens. Alors c'est là qu'il a eu cette idée de la pomme, en disant... en 1666, donc autant Hooke avait déjà eu un petit pressentiment de la gravité, j'ai reçu une pomme sur la tête. Bon, j'ai repris un petit dessin là, de Gottlieb. Ah, le voilà. Le petit dessin de Gottlieb. Ils sont pas mal quand même. Il était fort ce Gottlieb. Où Newton se balade sur un pommier et reçoit une pomme sur la tête. Et tout d'un coup, Eureka, la gravité universelle. Alors l'idée qui vient, c'est que la pomme est attirée par la Terre. Bon, ça, tout le monde le savait. Mais il a l'idée de dire que la Lune aussi est attirée par la Terre. Et donc c'est là qu'est l'universalité. Donc pourquoi la Lune ne tombe pas sur la Terre ? Parce qu'elle tourne. Elle est en orbite et la force centrifuge va égaler la force. Donc si la pomme tournait autour de la Terre, elle ne tomberait jamais sur la Terre, en quelque sorte. Donc c'est ça l'universalité qu'il a trouvée. Et il a essayé de faire cette légende du pommier qui n'a jamais existé. Mais lorsque vous visitez la maison de Newton
en Angleterre, il y a un grand pommier qui est soi-disant le descendant du pommier de Newton et que les touristes visitent. D'où, vous voyez que la légende, ça marche. Donc en fait, c'est Newton lui-même qui a mis en place cette... ça, je ne pensais pas. Je pensais que c'était une légende qui s'était développée ultérieurement, mais donc il était vraiment pro de la com, quoi, ce Newton, hein. Et non seulement il écrasait la concurrence, mais en plus il maîtrisait à mort son image et il inventait sa propre légende, quoi. Il y a des gens hein, comme ça, ils sont forts quand même. Et donc, il a inventé cette légende pour justement se battre contre Hooke en disant c'est lui qui avait eu l'idée avant Hooke. Hooke, lui, il avait, comme je le présente ici, déjà fait une petite expérience sur un cône inversé. Il avait fait passer des boules. Et en effet, on a une force centrale, comme la force de gravité, et il voyait des ellipses, etc. En fait, il avait déjà une petite expérience des planètes. Donc, Hooke a été écrasé par Newton et il a été réhabilité plus tard, mais juste après la mort de Newton, il n'a eu aucun crédit. Alors, le calcul différentiel aussi, puisque Newton avait ses ellipses, donc il calculait par petits bouts, hein, petites bouts d'ellipse de trajectoire. Et donc, lorsqu'on fait tendre ces petits bouts vers zéro, on a une dérivée. Donc, c'est ça qui lui a amené cette dérivée-là. Et Leibniz avait déjà fait ça. Le calcul infinitésimal, ça a été surtout développé par Leibniz. Donc, encore une fois, querelle entre Newton et Leibniz pour savoir quelle était la paternité de cette dérivée. Mais même un petit peu avant, hein, on sait qu'il n'y avait pas que lui, Descartes aussi, on peut même remonter à Archimède, ou même Blaise Pascal qui avait fait un peu des tangentes, etc. Donc, en général, une idée n'est pas le fait d'un seul homme, elle était amenée par un certain nombre de personnes, mais c'est sûr que Newton a fait le pas de géant qui a permis de mettre bien en solidifier cette connaissance. Il y avait des intuitions, des débuts, mais ensuite, il y a quelqu'un qui fait le pas, le dernier pas final et qui a tout le crédit. Ce que disait Galilée aussi, c'est la nature est un livre qui est écrit en langage mathématique. Donc lui aussi, il essayait de mettre en équation tout ce qu'il avait trouvé. Alors, entre-temps, en France, tout ça c'est en Angleterre, en France, il y avait Descartes, qui avait beaucoup de crédit aussi. Vous savez qu'il y a les lois de Descartes, de la réfraction, etc., dont c'est utilisé Newton. Mais lui, il ne croyait pas, enfin, il n'avait pas encore la gravité, hein, c'est avant. Donc, vous voyez, les dates, c'était bien avant Newton, donc il n'avait pas la gravité encore. Mais il pensait que les planètes, pourquoi elles bougeaient comme ça? Eh bien, elles étaient dans un éther. Et c'était un peu l'inspiration de... Lorsque vous avez une turbulence dans l'atmosphère, vous avez peut-être des feuilles mortes qui sont prises dans le tourbillon et qui tournent. C'est un peu ça le principe. Donc il pensait qu'il y avait un éther, qu'il y avait des tourbillons et que les planètes étaient prises dans ces tourbillons. Bon, soit, mais enfin il avait quand même Copernic, donc il avait quand même le Soleil au centre, mais toutes ces planètes étaient prises dans les tourbillons et tournaient. Alors vous voyez un petit peu, c'est les tourbillons ici. Et puis il en avait même pris pour sa théorie en disant que la Terre était prise dans le tourbillon du Soleil, donc au centre de la Terre il y avait un petit Soleil. Puis ensuite, il y avait une croûte, et il expliquait comme ça l'air, les montagnes, le feu, etc. C'était primitif. Mais lorsque Newton est arrivé, donc Voltaire avait voyagé en Angleterre, et il avait discuté avec les gens, il était convaincu que Newton avait raison par rapport à Descartes. Mais à l'Observatoire de Paris, on avait les Cassini, la dynastie des Cassini. Louis XIV avait fait venir Jean-Dominique Cassini, et il y a eu 4 générations de Cassini qui ont été directeurs de l'Observatoire. Là, Jacques Cassini, c'était le numéro 2. Et à l'époque, il pensait que, par exemple, la Terre était allongée au pôle. C'était comme un ballon de rugby allongé. Alors que Newton, évidemment, prédit que la Terre est aplatie au pôle. Vous avez une Terre qui tourne sur elle-même. Donc, si on veut regarder que la force centrifuge équilibre la gravité, ça doit être un peu plus allongé à l'équateur et aplati au pôle. Donc, comme il y avait une querelle entre Descartes et Newton, les tourbillons contre la gravité, l'Observatoire de Paris et l'Académie, à l'époque, avaient envoyé 2 équipes, une dans l'hémisphère nord, près du pôle. C'était celle de Maupertuis et Clairaut, qui sont allés en Laponie. Alors, c'est une grande expédition. Ils avaient quand même des militaires suédois qui coupaient les arbres et permettaient de défricher le terrain. Et puis, ils ont mesuré l'arc de méridien, des triangulations, etc. Et ils ont vu qu'en effet, c'était aplati au pôle. De même, il y a une autre expédition dans l'équateur, au Pérou,
avec la Condamine, Bouguer, Gaudin, etc. Là, c'était encore pire. Là, il fallait défricher beaucoup. Et ils sont restés quelques années et ils ont aussi conclu que la Terre était aplatie comme Newton l'avait prévu. Donc ils étaient tous convaincus que c'était Newton, comme Émilie du Châtelet, Voltaire et les encyclopédistes Diderot et d'Alembert, par exemple. Donc Émilie du Châtelet, qui était une brillante physicienne, en fait, qui est une scientifique, elle a été convaincue par Voltaire qu'il fallait traduire le latin de Newton en français pour convaincre tous les Français qui étaient encore partisans de Descartes. Donc voici les principes mathématiques en français, traduits du latin par Émilie de Châtelet, qui n'a pas fait que ça, hein. Elle n'a pas fait que traduire. Elle a, alors en fait, je le dis, c'est la traduction aujourd'hui, comme vous le verrez, personne n'a fait d'autres traductions depuis. Elle fait toujours référence, ça c'est quand même un fait marquant. Donc pour convaincre, elle n'a pas fait que traduire, en fait, elle a fait beaucoup de valeur ajoutée à cette traduction. Elle a vérifié les calculs, elle a corrigé des erreurs Newton où il s'était trompé. Elle a aussi suivi les travaux de Leibniz, les travaux de l'infinitésimale. Elle a démontré, par exemple, que l'énergie cinétique est proportionnelle à la masse et à la vitesse au carré. Elle était exceptionnelle dans le sens que, bon, elle était dans l'aristocratie, évidemment. À l'époque... Donc ça c'est bien, on voit bien Françoise Combe qui plaide pour la cause des femmes en sciences, parce que les femmes en sciences, c'est comme dans l'art, c'est comme dans tous les autres domaines, elles sont invisibilisées. C'est ce qu'on appelle l'effet Mathilda. L'effet Mathilda, je crois que c'était une journaliste, Mathilda, dont on retient rarement le nom de famille, ce qui n'est pas très normal. Donc du coup on va le dire là, parce que voilà. Effet Mathilda. Des spoliation ou minimisation récurrente et systémique de la contribution des femmes à la recherche scientifique, dont le travail est souvent attribué à des collègues masculins. Voilà, ce phénomène a été décrit la première fois par la suffragette et abolitionniste Matilda Jocelyn Gage dans son essai Woman as Inventor. Donc elle n'était pas du tout journaliste, comme je l'ai faussement dit. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est le fond de page. L'effet Mathilda a été comparé à l'effet Mathieu, selon lequel un scientifique éminent obtient souvent plus de crédit qu'un chercheur relativement inconnu, même si son travail est partagé ou similaire. Il s'inscrit plus largement dans le phénomène d'invisibilisation et d'effacement des femmes. Voilà. Eh bien, écoutez. Il y a mon chat qui est par là. Quand on stream, c'est bien d'avoir un chat. Moi, la mienne s'appelle Zlabia. Viens là, Zlabia. Viens devant la caméra. Hein? Tu veux venir? Hop. Là, je mets un plan un peu général parce que j'en ai pas trop mis. Bon, comme je dis, c'est moche, mais c'est du storyboard. Voilà. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, sans transition, se balader dans un champ de patates. Oui. Parce qu'on s'emmerde un peu à faire des vues que sur des gens assis. Donc, champ de pommes de terre, à quoi ça ressemble? Ah, c'est comme ça. Ah oui, oui. Tige sèche. Ah. Hello, coucou, Mariam, Marika Junistroum depuis l'espace diversité et laïcité. Eh ben, coucou. Et moi depuis le bureau, voilà.
Je suis toujours dans mes histoires de pommes de terre. Et j'écoute Françoise Combe qui nous parle de la gravité universelle de Newton et voilà, j'ai oublié son nom. Madame Duchâtelet, voilà. Les femmes n'avaient pas le droit d'aller être éduquées, d'aller à l'école, ou enfin l'école, sauf le primaire peut-être, mais d'aller à l'université, etc. C'est interdit aux femmes. Donc elle était dans un milieu privilégié. Elle avait appris le latin, le grec, l'allemand. Elle rencontrait dans les salons Fontenelle, Rousseau. Elle discutait d'égal à égal avec tous les scientifiques de l'époque, si on peut dire. Et Voltaire l'encourageait. Donc ils ont vécu en couple pendant 15 ans, et donc Voltaire l'a encouragée. Il était moins brillant au point de vue scientifique, donc il l'encourageait, il comprenait que Newton avait raison, mais il ne pouvait pas calculer, refaire tous les calculs comme l'a fait Émilie du Châtelet. Donc ces ajouts, elle commence à corriger Newton. Par exemple, sur l'inclinaison de la Terre, on a la précision des équinoxes, elle refait tous les calculs. Sur les marées aussi, elle ajoute les travaux de Bernoulli. Et malheureusement, elle est morte assez jeune, à sa 4e grossesse. Après son accouchement, elle est morte d'une fièvre qui correspondait aux suites. Problème que n'avaient pas les scientifiques masculins, évidemment. Et donc, elle avait un peu, avant sa mort, elle a envoyé quand même sa traduction dans le courage du roi pour être publiée. Et Voltaire et Clairaut, qui voyaient bien l'importance du document, se sont efforcés du fait que ce soit publié et étendu. Donc c'est pour ça qu'on a ce principe traduit en français et qui est resté pendant longtemps. Donc elle a aussi participé au concours. L'Académie des sciences à l'époque faisait chaque année un concours où les scientifiques, n'importe qui, pouvaient participer, et il y avait des prix. Donc il y avait une année la nature du feu et sa propagation. Donc ils habitaient Voltaire. Oui, j'en suis assez content. Ouais. Comme ça, quand je penche la tête en dessinant, ça fait quand même un petit visage, quoi. Émilie au château de Cirey, ils ont fait des expériences sur le feu. Donc Émilie publie un essai, 140 pages quand même. Elle a pris un nom d'emprunt masculin parce qu'on était interdit aux femmes d'envoyer une publication à l'Académie, ça aurait été refusé. Donc elle a pris un nom masculin et elle l'a envoyé. Et Voltaire l'a essayé aussi. Il avait participé aux expériences. Il l'a envoyé, mais sans le dire à Émilie. Bref. Donc ils ont eu deux chances de gagner le concours, mais ils l'ont perdu. Qui a gagné le concours? C'était Euler. Euler, à l'époque, était un scientifique éminent aussi. Et il aimait bien participer au concours. Il a participé 12 fois et il a été 12 fois lauréat du concours de l'Académie. Alors, pendant ce temps, Émilie du Châtelet faisait aussi des livres, comme vous en verrez. C'est bien parce que maintenant, Françoise Combe, comme on disait, elle est présidente de l'Académie des sciences. Donc, c'est assez touchant qu'elle raconte ces histoires où les femmes n'avaient pas le droit de participer. Ça me rappelle l'histoire de la maïoticienne Agnodis qui s'était déguisée en homme pour pouvoir pratiquer la médecine. Histoire que vous pouvez aussi découvrir dans Eureka, l'histoire des sciences à l'époque médiévale, durant l'Antiquité, médiévale, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Aussi en bout de salle, les institutions physiques, elle voulait éduquer les enfants, et donc en français, elle a écrit l'institution de la physique, essentielle pour éduquer les enfants, comme je le mets là, et pour son fils essentiellement. Donc il y a beaucoup, quand on lit, vous pouvez le lire aussi sur Internet, tous les détails, il y a beaucoup de philosophie, de recommandations, etc. Mais il y a aussi pas mal d'expériences de physique, un petit dessin est là. Et là, j'ai pris le passage où l'on voit qu'elle a calculé la force exercée sur la pomme par la Terre, qui est donc en 1 sur la distance, qui est le rayon de la Terre, 6800 km, et puis la distance à la Lune, qui est 380 000 km. Donc elle voit qu'il y a un rapport 60 entre les deux distances, et donc la force va être au carré 3600 fois plus faible. Donc vous voyez, tout ça est écrit dans cette institution de la physique qu'elle voulait enseigner aux jeunes. Alors ici, donc, on va passer à une période un peu plus moderne. Sur la gravité, qu'est-ce qu'on fait après? On va voir que la gravité va changer encore par rapport à la gravité de Newton. Et qu'on va voir arriver toute cette matière noire que l'on sait aujourd'hui être notre principal problème en astronomie. On a beaucoup de matière invisible. La première notion de matière invisible, c'était Urbain Le Verrier. Urbain Le Verrier était directeur de l'Observatoire de Paris.
Et en 1846, il calcule, vous voyez, c'est un document de Leverrier, en français cette fois. En 1846, il calcule la précision. Il savait énormément calculer des pages de calcul avec une très très grande précision. Il n'y avait pas de computer ni quoi que ce soit, donc il fallait calculer à la main. Et donc c'était un expert de ces calculs. Et regardez la position d'Uranus, la dernière planète connue à l'époque, c'était Christian Huygens qui avait découvert Uranus. Et il voyait que les calculs et l'observation ne collaient pas. Il s'est dit, tiens, il doit y Les calculs sont pas bons, Kevin. avoir quelque chose d'autre qui attire cette planète. Et donc, il a prédit qu'il devait y avoir une planète à cet endroit. Il publie son... Et le lendemain, Johann Gall, à Berlin, a découvert exactement la planète à l'endroit prédit. D'où une grande aura, une grande renommée internationale sur Robert Le Verrier. Donc ici, voici un peu la notion des calculs. Vous avez en noir la position d'Uranus, en blanc ce qu'elle aurait s'il n'y avait pas eu la planète. Vous voyez, il y a un tout petit décalage. Et donc il propose d'avoir une planète Neptune qui attire et change l'orbite de Uranus. Et donc c'est ainsi que, par des calculs très très précis, il a pu découvrir une matière qui était invisible jusqu'à présent, donc la matière visible. C'est quand même assez extraordinaire cette histoire. Bon, elle est connue, mais pouvoir découvrir une planète juste en observant le mouvement des autres planètes, on se dit ah, il y a un truc qui cloche, ça ne marche pas avec les lois qu'on connaît, donc si les lois sont bonnes, ça veut dire qu'il devrait y avoir une planète là. Et effectivement, elle y est. Mais ça ne marche pas à tous les coups, comme on le verra sans doute par la suite. Alors, en 1860, il essaie de refaire le même exploit, puisqu'on s'est aperçu que Mercure aussi avait des problèmes dans la trajectoire. Alors on sait que les trajectoires elliptiques, là, sont toujours un petit peu en précession. Là, ce n'est pas la trajectoire de Kepler. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas un problème à deux corps. S'il y avait deux corps, c'est vraiment purement l'ellipse. Mais là, vous avez des perturbations dues aux autres planètes autour, la Terre, Mars, etc. Et donc ces planètes produisent un couple de torsions qui font précesser l'orbite. Donc là, j'ai un peu exagéré, la précision, c'est pas aussi grand que ça. Mais déjà, on savait bien que toutes les ellipses précessent. Mais là, il y avait un excès de précession de 40... Toutes les ellipses précessent. J'ai pas compris. 43 secondes par siècle, une fois qu'on avait pris en compte toutes les planètes. Et donc, le Verrier se dit, ça y est, il y a peut-être encore un petit peu de masse là, peut-être une autre planète près du Soleil qu'on ne voit pas parce qu'on est ébloui par le Soleil. Elle doit être très chaude puisqu'elle est tellement proche du Soleil, donc on l'appelait Vulcain. Et évidemment, lorsqu'on est à la prochaine éclipse de Soleil en 1860, on a cherché cette planète qui n'en avait pas. Alors on sait maintenant que c'est Einstein qui a résolu le problème, car la réalité générale explique cette précession, cet excès de précession donc l'avance du péril de Mercure. Alors vous voyez que c'est lorsqu'il y a une matière invisible, on peut le résoudre de deux façons. Soit on trouve la matière, qu'on n'avait pas vu jusqu'à présent, ou alors soit on change les lois de la gravité. C'est un petit peu ça que l'on a comme dilemme aujourd'hui avec notre matière noire. Alors la vision d'Einstein, encore une fois, une révolution, un peu comme Newton, c'est une révolution. Au début du XXe siècle, il comprend que la gravité n'est pas une force comme les autres. On comparait la force électromagnétique. Vous avez la masse inerte avec l'accélération qui est égale aux charges Q1, Q2 de charge, 1 sur R2 aussi, comme la gravité. Bon, la force gravitationnelle est 10 puissance 40 fois inférieure à la force électrique. Mais lorsqu'on n'avait plus de charge, alors il avait compris que la masse inerte est égale à la masse grave, la masse de pesanteur. Donc on a quelque chose qui s'élimine d'un côté de l'autre. Par exemple, si vous êtes sur Terre avec une accélération de pesanteur, donc une force grave, et que vous jetez votre pomme là, et bien vous voyez bien que c'est la même chose si vous avez une accélération. Vous êtes dans une fusée, ou alors il pensait à un ascenseur, mais enfin un ascenseur c'est difficile d'avoir une accélération aussi grande que ça. Donc vous êtes une fusée, et l'accélération que vous donne la fusée est la même que la gravité terrestre. Si c'est pas... Ça veut dire que si vous êtes dans un ascenseur, si quelqu'un vous capture, vous endort, vous met dans un ascenseur et vous réveille, et que quand vous vous réveillez, vous sentez
une attraction, une gravité. Vous ne pouvez pas savoir si c'est parce que l'ascenseur monte dans un espace sans gravité et que c'est l'accélération de l'ascenseur qui vous colle au sol, ou si c'est parce qu'il y a une énorme masse, comme une planète, sur laquelle est posé l'ascenseur, sur laquelle l'ascenseur est posé, et c'est la gravité qui vous colle au sol. On ne peut pas savoir, on ne peut pas distinguer la gravité de l'accélération. En fait, ça produit exactement les mêmes effets. Pareil, ben, votre expérience de jet de pomme sera le même. On n'arrive pas à distinguer est-ce qu'on est accéléré ou est-ce qu'on a juste une force de pesanteur. C'est la même chose. Donc cette équivalence, on appelle principe d'équivalence, la masse grave et la masse inerte, c'était ça qui l'avait fait réfléchir. Il avait pensé que finalement, ce n'est pas une force, la gravité, c'est une déformation de l'espace. Alors on le représente comme un petit tapis à 2 dimensions, parce qu'à 3... J'adore. Bah oui, bah du coup, c'est logique. Ouais. Moi, j'aurais pensé aussi. Moi, j'aurais pensé, oh, bah, ça doit être l'espace qui se déforme. Hein, voilà. Moi, je pensais logique. Jamais j'aurais pensé à ça. Même maintenant, le sachant, des fois, voilà. 3 dimensions, ce serait difficile là, sur une slide de projeter. Mais imaginez-vous que l'univers, c'est à 2 dimensions. Et puis, l'espace est courbé par toutes les masses qu'il y a dans l'univers. Donc, l'équation d'Einstein, c'était d'un côté la courbure de l'univers, qu'on avait un tenseur, enfin, technique, on ne dit pas, mais d'un côté, vous avez la courbure de l'univers, et de l'autre, ce qui courbe l'univers, c'est la masse et l'énergie. Donc, vous avez la courbe de l'univers égale une fonction de la masse et de l'énergie. C'est ça l'équation d'Einstein. OK. Alors, justement, cette déviation à l'université de la chute libre, qui passe une très très grande importance, j'anticipe un peu, parce que, par exemple, là, on va avoir une énergie noire qu'on a découvert aujourd'hui, et qui prédit que si la gravité doit être changée, eh ben, on n'aura plus le même principe d'équivalence. Donc il est très important de vérifier ce principe d'équivalence. Le premier qui a essayé de le vérifier, c'était Galilée. Alors encore une fois, c'est une légende, c'est un peu comme la pomme de Newton. Galilée aurait lancé des corps lourds, je ne sais pas si vous le voyez, un corps lourd, un petit corps léger qui tombe à la même vitesse. En fait, c'est pas vrai, parce que s'il avait lancé ça, avec la résistance de l'air, l'objet le plus lourd serait tombé le premier. Bien sûr, donc il avait fait une expérience de pensée, et ensuite, il a fait une légende qu'on faisait tomber des corps à partir de la tour de Pise qui est penchée, donc c'est très intéressant. Donc là, c'était le premier qui avait dit, avec sa chute des corps, alors il ralentissait la chute des corps et les plans inclinés, hein, comme je le disais tout à l'heure, et il avait bien vu que, avec l'expérience de pensée, en retirant la frottement, que tous les corps devaient tomber avec la même vitesse. Donc, c'est ce qu'on appelle le principe d'équivalence, la chute libre. Alors, cette vérification du principe d'équivalence a eu lieu aussi avec Eötvös. Alors, quel est le principe? C'est que sur Terre, vous avez une force centrifuge, la force d'inertie, et cette force d'inertie, elle est fonction... J'ai le chat qui miaule. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux sortir? Bon, je vous laisse avec François une seconde, je vais ouvrir au chat qui miaule. De la masse inertielle, M, donc la masse inerte. Donc c'est celle-là, elle est perpendiculaire à l'axe de rotation, elle est ici. Et puis vous avez aussi la force centrale qui, elle, est proportionnelle à la masse M grave, la masse grave. Donc on va comparer ces deux, hein, et c'est ce qu'a fait justement Eötvös ici avec un pendule de torsion. Donc il y avait 2 masses. Il y a aussi un autre principe d'équivalence, c'est que quel que soit le matériau, vous pouvez prendre une masse en rouge, par exemple du fer, et vous prenez une masse en bleu qui est du caoutchouc, je ne sais pas, mais pour le moment, si elles ont exactement la même masse, quel que soit le matériau, c'est la même chose, c'est universel. Donc ça, c'est le principe. Qu'est-ce qui s'est passé? Redites-le moi, parce que j'étais avec le chat là, donc j'ai pas vu. Hein? Bon, j'ai essayé de rattraper l'histoire. Principe d'équivalence, quelle que soit la composition. Donc ici, on avait M, I1, I2, même la masse d'inertie est la même. Ouais. Et on a exactement les mêmes mouvements. Et de même, pour la masse inertielle et la masse grave, c'est exactement égal. Et lui, il avait obtenu une précision de 10-9. C'était bien mieux que Galilée avec son chute de pierre. Et puis, ouais, quel nul. Voici un petit peu un résumé de tout ce qu'on a depuis Galilée. Donc ici, à Galilée, sa tour de Pise. Vous avez aussi Newton qui en a fait avec Bessel une autre expérience, Eötvös, je passe sur toutes les expériences. On a fait récemment
on a lancé un satellite, le CNES a lancé un satellite microscope. Alors on a lancé des masses standards. Alors une masse a une composition de platine, une autre d'une autre composition de métaux. Et puis aussi, il fallait qu'on s'affranchisse du vent solaire qui fait une résistance. Donc il y avait une boîte et puis il y avait un laser qui suivait le mouvement de la masse interne et qui contrebalançait en fait le mouvement par exemple de frottement. C'est pas complètement vide, il y a encore un petit peu de frottement, et puis aussi surtout le vent solaire qui pousse et qui aurait perturbé l'expérience. Donc ça a marché formidablement bien, et on a une précision de 10-15 sur ce principe d'équivalence. Alors ça c'est très important, on va voir, parce que si on veut créer une autre gravité au-delà d'Einstein, il faut avoir cette précision-là. Donc revenons un peu sur Einstein. Donc il a fait cette révolution. La gravité, c'est une modification vraiment considérable. C'est que la gravité n'est pas une force, mais une déformation de l'espace. Alors en 1917, il dit, je vais essayer de résoudre cette équation, qui est quand même assez complexe, et l'appliquer à l'univers pour voir quel est le destin de l'univers. Mais à l'époque, on pensait que l'univers était statique. Donc il voulait un univers statique. Il était très ennuyé parce que quand on résout l'équation, on voit que l'univers, soit il gonfle comme un ballon, soit il se concentre, mais il n'y a rien de statique. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il rajoute une constante lambda. Il trouve que c'est pas beau parce que sa théorie était très élégante et tout, et il rajoute une constante lambda. C'est comme un patch qu'on met sur sa équation. C'est pas beau, mais je suis obligé parce que avec ce lambda, je peux rendre mon univers statique. Et puis, comme on sait, on a découvert ensuite avec Hubble l'expansion de l'univers. Alors comment on l'a fait? En fait, il y a eu plusieurs étapes. En 1929, on a conçu qu'il existait des mondes à part, des galaxies extérieures. Alors, galaxies extérieures, c'est marrant ce mot, galaxies extérieures, on le dit toujours aujourd'hui, mais autrefois, en 1925, on pensait que dans le ciel, il n'y avait que la Voie lactée. La Voie lactée, c'est une bande blanche dans le ciel, tout était dans la Voie lactée. Alors, c'était un peu mieux que le système solaire, mais c'était la Voie lactée, c'est tout. Il y avait des nébuleuses, nébuleuse d'Andromède, nébuleuse d'Orion, tout ça, c'était du gaz qui n'était pas ponctuel, il y avait des étoiles et des nébuleuses. Et puis, il y a eu l'intervention d'une astronome américaine, Henrietta Leavitt, qui a montré qu'il y avait des étoiles variables et des étoiles où la période était proportionnelle à la luminosité intrinsèque de l'étoile. On appelle ça des céphéides. Elle avait détecté 2000 céphéides, elle avait vraiment établi solidement la proportionnalité entre la luminosité et la période. Alors la période qui fait un mois, ça fait une sinusoïde comme ça, un mois la période, on pouvait facilement la calculer. Donc on avait la luminosité de l'étoile intrinsèque. Comme on a la luminosité apparente, vous avez la distance. C'est un indicateur de distance dont Hubble s'est servi, de ces céphéides. Il a vu des céphéides dans Andromède, la nébuleuse d'Andromède. Il s'est dit, oh, Andromède est à 2 millions d'années-lumière de nous. Elle n'est pas du tout dans notre galaxie. Donc on a inventé les galaxies extérieures à la Voie lactée. Voie lactée, c'est du lait, c'est une galaxie, ça veut dire lait. Donc on a dit, il y a d'autres galaxies. Tout d'un coup, notre univers s'est agrandi. Et c'est juste le siècle dernier. Il y a qu'un siècle. C'est ce que j'allais dire, c'est fou quand même. Quand on pense qu'il y a à peine 100 ans, même pas. On pensait qu'il n'y avait qu'une seule galaxie. Alors que maintenant, les progrès qu'on a fait, c'est même métaphysique quelque part. On sait qu'on est vraiment pitch net dans l'univers, mais ça a mis longtemps. Ça a mis longtemps à arriver, cette prise de conscience. Donc c'est quand même assez fascinant de voir qu'il a fallu attendre le XXe siècle pour savoir qu'il y avait d'autres galaxies. Et puis, ces galaxies, on avait quand même, par les raies qu'elles émettaient, on avait un effet Doppler. Et on avait remarqué, bien avant de savoir que c'était des galaxies, on disait, il y a des nébuleuses comme ça, elles ont une vitesse qui fait 3000 km à la seconde. 3000 km à la seconde. Personne n'avait rien compris, mais il y avait quand même un effet Doppler. Et puis tout d'un coup, on a compris, elles sont beaucoup plus loin que prévu, et elles s'éloignent de nous. Donc Hubble avait montré, avec plusieurs galaxies, que la vitesse était proportionnelle à leur distance. Donc c'est la loi d'expansion. Pour lui, il pensait que c'était des vitesses, des vraies vitesses, et qu'il y avait une expansion. Mais Georges Lemaître, l'abbé Georges Lemaître, que vous voyez là, belge, avait compris, parce que lui, il avait suivi l'équation d'Einstein, il savait qu'on pouvait avoir un univers qui était en expansion, qui se dilatait, et puis il avait fait un postdoc
Il avait fait une thèse et une postdoc avec Hubble en Californie. Et donc il avait suivi les deux côtés. Il s'est dit, bon, mais c'est certainement la dilatation de l'espace, comme avait prédit Einstein. Et donc ce n'est pas du tout un effet Doppler, mais c'est une dilatation. Hein, donc, et d'ailleurs, il avait imaginé qu'en effet, quand on regarde en arrière, eh bien, tout notre univers que l'on voit aujourd'hui, il était dense et chaud. Il parlait d'atomes primitifs. Et en fait, cette notion a eu du mal à s'établir. Même Fred Hoyle, qui était un astronome éminent à la BBC, il a parlé en 1949 il voulait se moquer du modèle. Il disait, ce modèle explose, c'est un Big Bang. Et le mot Big Bang est resté. Donc voilà l'expansion de l'univers qu'avait imaginé. C'est souvent que les noms dépréciatifs que des gens mal intentionnés donnent à des choses restent pour les nommer. Donc le Big Bang, c'est comme ça. Mais par exemple, les peintres impressionnistes, c'est pareil. C'est qu'il y a un journaliste qui se foutait de leur gueule parce que Monet avait peint un tableau qui s'appelait Impression Soleil Levant et un journaliste, pour se moquer de ces peintres d'avant-garde, parlait de peinture impressionniste. Et le Big Bang, bah, c'est pareil. Voilà. Imaginez Georges Lemaître. Donc aujourd'hui, on parle de la constante de Hubble-Lemaître parce que c'est lui qui a vraiment compris ça. C'est-à-dire que notre univers qui a 2 dimensions, hein, c'est la surface du ballon, on voit que les galaxies, en fait, elles ne vont pas à 3000 km par seconde. Ce n'est qu'apparent. En fait, elles bougent parce que l'espace se dilate, mais elles sont immobiles sur le ballon. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on les voit, ce décalage d'effet Doppler? C'est que, vous voyez, si le ballon gonfle ici, la longueur d'onde du photon, elle est prise dans l'espace. Et donc la longueur d'onde, elle était bleue au départ, elle devient rouge. Et donc ce n'est pas un effet Doppler, c'est juste un effet de dilatation de l'espace et on a un décalage vers le rouge. Un décalage vers le rouge, aujourd'hui, on en est à des décalages delta lambda sur lambda d'un facteur 10, 14. Donc on a quelque chose qui est... On ne pouvait pas faire un effet Doppler, sinon on irait 10 fois plus vite que la vitesse de la lumière. On voit bien que ça ne pouvait pas aller. Mais à l'époque, ils ne pouvaient pas le savoir. Donc, je reviens à Einstein. Le problème d'Einstein, c'est que en 2017, il pensait que l'univers c'est statique, mais en 1931, il sait maintenant qu'il y a une expansion. Il va se dire, la plus grande erreur de ma vie, c'est d'avoir mis cette lambda, ce patch, alors que finalement, l'univers est en expansion. J'aurais pas eu besoin de le mettre, ce lambda. Donc, on a oublié cette constante lambda. Alors voilà, c'était le modèle d'Einstein, c'était une sphère. En fait, la courbure était très grande, il devait y avoir beaucoup de matière, et son rayon était proportionnel à ce lambda, en fait. Et finalement, tout ça a disparu. Il a fait avec De Sitter un modèle où il y avait une expansion, etc. Donc, on a oublié, comme Einstein avait dit que cette lambda était complètement inutile, et Einstein avait une très très grande aura. Donc, pendant tout le XXe siècle, on a oublié ce lambda. Einstein a dit qu'on n'avait pas besoin de lambda, donc il n'y a pas besoin de lambda. Et puis, on l'a redécouvert en 1980. Einstein, c'est comme Aristote, quoi. Quand Aristote dit la nature a horreur du vide, c'est qu'elle a horreur du vide, donc il ne peut pas y avoir des atomes et la Terre ne peut pas être ailleurs qu'au centre de l'univers aussi, et des trucs comme ça. Voilà. Comme quoi, des fois, c'est la science elle-même qui bloque l'avancée de la science. Dans le cas d'Aristote, c'était plus marqué que dans le cas d'Einstein. Sa constante lambda, c'est pas grand-chose par rapport à toutes les avancées extraordinaires qu'il a pu faire. 1998, donc à l'aube du XXIe siècle, on a vu que ce lambda devait être là. D'ailleurs, c'est ce que le maître avait dit. Attention, ne jetez pas de lambda avant, parce que sans doute on aura peut-être besoin. Et il avait raison. Donc, ce qu'ont fait Perlmutter, Riess et Schmidt, qui ont eu le prix Nobel en 2011, c'était de se servir d'un autre indicateur de distance, beaucoup plus puissant que les céphéides, les supernovae de type 1A, un peu comme Tycho, la supernovae de Tycho. Donc, ce sont des naines blanches, et puis ils accrètent un peu la masse de l'étoile compagnon, et lorsqu'il y a trop de masse, ça explose. Et c'est vraiment très puissant, ça permet d'aller à la moitié de l'âge de l'univers, on remonte le temps. Alors, vous voyez que tout d'un coup, les galaxies qu'on avait l'habitude de situer dans l'espace avec la constante de Hubble-Lemaître, la constante d'expansion, qu'on pensait être décélérée, cette expansion. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de masse dans l'univers, on pensait qu'il n'y avait que de la masse. Et donc, lorsque vous jetez une pomme, elle va retomber à cause de la masse. C'est pareil avec le Big Bang, on pensait que l'expansion était décélérée due à toute la masse. Et puis, on s'est aperçu qu'elle n'était pas décélérée, mais elle était accélérée.
Ici, vous avez un petit schéma là, qui vous donne en fonction du temps, là, le passé, le présent. Et nous sommes ici, à la coupe, là. Et donc, si c'était décéléré, on était dans ce schéma-là. Vous voyez que l'âge de l'univers était très petit. Et ça posait des problèmes parce qu'il y en avait des vieilles étoiles qui étaient plus vieilles que l'âge de l'univers. Et puis tout d'un coup, on a vu que grâce à ces supernovae, on avait la vraie distance des étoiles, indépendant de la loi de Hubble. On s'est aperçu que ces galaxies étaient plus loin que prévu par l'accélération. Donc finalement, quand on regarde cette accélération, quand vous regardez dans le passé, ça vous donne un âge de l'univers plus grand. Donc maintenant, on sait que c'est 13,8 milliards d'années. Et là, il n'y a plus de problème avec les étoiles. Les étoiles les plus vieilles ne sont pas plus vieilles que l'âge de l'univers. On peut être tranquille. Maintenant, on a résolu ce problème. Donc on a un bon âge de l'univers. Alors maintenant, ce qu'il faut, c'est que cette énergie noire qui va accélérer l'expansion de l'univers, en fait, elle a une caractéristique très particulière puisqu'elle n'a pas une force attractive mais répulsive. Donc la pression en fonction de la densité est négative. Et ça, c'est quelque chose qui n'était pas là. C'est un 5e élément, peut-être, ou alors simplement la constante lambda d'Einstein. Mais voilà notre contenu de l'univers. Ce qu'on sait maintenant, c'est que la matière ordinaire, ce que nous avons là, hein, que ce soit protons, électrons, la matière ordinaire, ce n'est que 5%. On sait qu'il y a beaucoup de matière noire. Je vais le dire, si j'ai quelques minutes encore, ça va. Je vais brièvement l'expliquer comment on sait qu'il y a beaucoup de matière noire, mais elle n'est pas normale, elle est exotique, il faut des particules particulières. Et puis l'énergie noire qui accélère l'expansion de l'univers, c'est 70%. Bah écoutez les amis, moi j'ai fini mon storyboard. Bon, bah, c'est un peu moche, mais c'est du storyboard, hein, comme j'ai l'habitude de le dire. Donc pour avoir la fin de cette histoire d'énergie noire, je vous invite à aller vérifier une histoire de la gravité avec Isaac Newton et Émilie du Châtelet sur le site du Collège de France. Je mettrai le lien dans les replays aussi. Et puis, bah, je vous dis à la prochaine. Alors le prochain stream, ça sera probablement lundi prochain. Voilà. Et puis, je vous fais coucou. À bientôt. Et il avait regardé les vitesses. Et si vous voulez équilibrer l'énergie cinétique et l'énergie potentielle, il faudrait beaucoup plus de masse. Et donc, il avait trouvé que le rapport entre la masse et la luminosité qu'on voit était égal à 500 en unité solaire. Pour le Soleil, c'est 1, hein, la masse solaire sur l'unité solaire. Et pour toutes les étoiles qu'on voit, ça devait être 2, 3 ou plus. Donc, il y avait un facteur 100. C'était bien au-delà des barres d'erreur. Pour Yann Oort aussi, pour la Voie lactée, on avait des vitesses perpendiculaires au plan qui étaient plus grandes que prévu. Pour les courbes de rotation des galaxies, ça c'est le travail de Vera Rubin. C'était plus difficile à montrer parce que, vous voyez, la courbe que vous attendez, par exemple, pour la galaxie d'Andromède, notre voisine, la courbe que vous attendez, c'est une courbe qui, lorsqu'il n'y a plus de matière visible, elle devrait descendre comme la loi de Kepler. Et en fait, elle est plate. Mais vous voyez qu'avec les barres d'erreur, ce n'était pas facile. On ne connaît pas vraiment la masse des étoiles par rapport à leur couleur, etc. En radioastronomie, on va beaucoup plus loin. 4 fois plus loin, alors là ça a convaincu les gens. C'était plus difficile à montrer sur la courbe de rotation que sur un amas de galaxies. Aujourd'hui, dans les amas de galaxies, on a les lentilles gravitationnelles qui nous permettent de cartographier la matière noire. En fait, par exemple, ici, vous avez un amas de galaxies et vous avez des arcs. Alors ces arcs, on les a pu les voir, ils sont très fins. Il a fallu un télescope spatial comme le télescope